Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'annonce du président français Emmanuel Macron sur le départ de l'ambassadeur français à Niamey et celui des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous parlerons de l'ordonnance portant en création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dénommée la COLDEF, signée le 20 septembre par le chef de l'État, général Abdraman Tchani. L'actualité, c'est aussi cette requête du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour obtenir sa libération ainsi que son rétablissement dans la fonction présidentielle. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 29 septembre par le départ de l'ambassadeur français au Niger ainsi que le retrait des troupes françaises du territoire nigérien d'ici la fin de l'année 2023. Dans une interview accordée aux médias français dimanche 24 septembre, le président français Emmanuel Macron est revenu sur la situation au Niger depuis les événements du 26 juillet 2023. Le chef de l'État français a évoqué le départ de son ambassadeur et le retrait des troupes françaises du territoire nigérien d'ici la fin de l'année 2023. Pour rappel, les relations entre la France et le Niger se sont détériorées depuis l'arrivée des nouvelles autorités militaires au pouvoir. Maimouna Diado. Finalement, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, est rentré à Paris dans la nuit du mardi au mercredi vers 4 heures du matin. Et que faut-il comprendre à travers le départ précipité et inattendu du diplomate français? En fait, Mokhtar, c'est même pas inattendu parce que nous savons déjà qu'il allait partir et comment est-ce que ça allait se faire, c'est ça que les Nigériens ne savaient pas. Mais on savait de toutes les manières qu'il n'allait pas continuer à être cloîtré dans l'ambassade, sans mouvement, sans rien, et sans être également alimenté. Parce qu'il faut reconnaître que quand tu es cloîtré, tu n'as pas la possibilité de te mouvoir, tu n'as rien à manger, Donc, mais ce n'est pas à lui d'aller chercher à manger ou à boire. Mais quand on interdit ou bien quand on met la pression pour que certaines choses ne rentrent pas dans l'ambassade, mais c'est bien, moi je me dis qu'il a même tardé parce que normalement en principe, depuis le jour où il a refusé de répondre à l'appel de notre ministre des Affaires étrangères, il devrait être mis dans un avion express pour quitter ce pays. Mais finalement, son président s'est résigné. Est-ce que c'est une résignation? Il s'est résigné parce que tout simplement, de l'autre côté, certainement que l'ambassadeur est en train de mettre la pression aussi sur son président. Moi, je voudrais rentrer, je ne peux pas rester parce qu'il y a une crainte aussi pour sa vie. Je ne peux pas rester, je ne peux pas sortir, je n'ai pas ceci. Donc, c'est une pression également à l'endroit donc, de son président pour qu'il fasse en sorte qu'il quitte ce pays parce qu'il n'a rien à chercher dans ce pays. Voilà comment moi, je vois les choses. Maintenant, il a pris un vol à 4 heures du matin via N'Djamena. Et de N'Djamena, certainement, c'est pour continuer, parce qu'il ne va pas s'installer là-bas, il va aller continuer pour aller en France. De toutes les manières, c'est le peuple nigérien qui gagne.
c'est à la demande du peuple nigérien. C'est le peuple du Niger qui gagne. C'est le peuple du Niger qui gagne parce que le peuple du Niger s'est mobilisé autour du CNSP. Pour réclamer son départ. Pour réclamer son départ parce que d'abord son départ a été notifié par le CNSP et appuyé par le peuple nigérien. Et donc, c'est le peuple nigérien qui gagne aujourd'hui. Parce que le peuple nigérien a mis la pression et jusque-là, si le peuple nigérien ne s'était pas peut-être trouvé derrière le CNSP pour une mobilisation, une forte mobilisation, chaque soir, pendant 2 mois, je ne pense pas que peut-être Macron allait reculer. Macron allait se dire que de toutes les manières, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Et mon ambassadeur, je le maintiens. Mais comme il a vu que c'est le peuple aujourd'hui qui soutient son armée, mais il est obligé de le faire partir. Il est obligé de le faire partir parce qu'il ne peut pas se résigner à revenir en arrière. Ok, merci beaucoup, Maimouna Diado. Hassan Boukar. Dans un communiqué du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en date du samedi 23 septembre, transmis à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA, le Niger décide de restreindre l'accès à son espace aux appareils français, et ceux affrétés par la France, y compris la flotte d'Air France. Comment expliquer cette escalade diplomatique entre le Niger et la France? Merci, Mokhtar. Mais je pense que c'est un bras de fer. Hein. Je pense que ce sont les Français qui ont voulu le bras de fer. Ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont perdu. Quand j'ai dit qu'ils ont joué, lorsque le coup d'État est arrivé, le 26 juillet, ils sont ceux qui ont totalement orienté l'information en disant que le coup d'État était en cours. Tout le monde l'a suivi pendant plusieurs jours, alors que le président déchu était entre les mains des militaires, que les militaires essayaient d'installer leur pouvoir. Ils ont nommé des gouverneurs, des préfets, etc. Mais les Français continuent à dire que le coup d'État est en cours parce qu'ils veulent engager un bras de fer. Un des premiers signes, ils ont évacué la population française alors qu'il n'y avait aucune menace. C'est parce qu'ils prévoyaient le bras de fer. Ce bras de fer, ils voulaient des prétextes pour pouvoir le faire. Un des prétextes qu'ils voulaient, ils ont pensé un moment que le coup d'État est opéré par un petit groupe au sein de l'armée. Du coup, le reste de l'armée pouvait revenir à la charge, et donc pour eux, le processus était réversible. Deuxième élément sur lequel ils ont compté sur la famille politique de l'ancien président. C'est pour ça que si vous suivez un peu l'actualité, les Français disent, oui, il y a les partisans de l'ancien régime. Alors on dit, mais on ne voit que les partisans de la junte. On dit, non, ils sont à l'intérieur du pays, ils manifestent. Puis on a fini par dire, ils ne manifestent pas parce qu'on leur a interdit, parce que les interdictions pour eux étaient perdues. Donc il y avait cet élément. Troisième élément, les Français comptaient sur une intervention de la CEDEAO. Donc pour eux, il fallait absolument trouver un mécanisme par lequel ils vont remettre en cause le coup d'État et réinstaller le président Bazoum sur son fauteuil. Donc, ils ont joué à la fois sur tous ces éléments. À un moment, ils ont dit, ah oui, il y a quelqu'un qui est proche du président Bazoum qui a lancé une rébellion dans le nord, etc. Donc, ils ont joué sur plusieurs tableaux et ils finissent par se rendre compte que finalement, ils ont perdu. Et donc, quand ils perdent aujourd'hui... Mais est-ce que c'est consommé, c'est déjà consommé, il n'y a rien à envisager en plus? Est-ce que la France pourra revenir encore? Ça dépend des Nigériens. Pour le cas aujourd'hui, face aux militaires qui ont fait le coup d'État, ils ont échoué. Et donc, ils ont joué, encore une fois, c'est comme ça que je vois les choses, ils ont perdu. Maintenant, l'ambassadeur, il est parti en catimini, alors que la France a annoncé que contre vents et marées, ils vont le garder. Même s'il ne sort pas de l'ambassade, ils vont le garder, etc. Donc, même s'il ne peut rien faire, parce que vous êtes ambassadeur, vous avez quand même une mission. Même s'il ne remplit pas la mission, la France a juré de le garder à Niamey. Maintenant, il est parti quasiment en catimini, il a quitté, il est parti. Le reste de l'armée, son départ est annoncé. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année 2023. Donc, sur ce chantier-là, ils ont joué, ils ont perdu. Et deuxièmement, pour moi, il faut que les Français se rendent compte définitivement que cette Afrique, elle a changé. Ou ils acceptent de voir la réalité en face, ou ils auront encore les conséquences en plein visage. C'est-à-dire, il y avait déjà des signaux à Bamako
il y avait des signaux à Ouaga. Ils devaient se rendre compte que quelque chose a changé. Mais ils ont persisté à ne pas regarder la réalité. Ils ont eu le type de politique qu'ils ont eu en Afrique. Et aujourd'hui, vous avez une forte contestation, même dans des pays que la France n'a pas colonisés. En Afrique du Sud, oui, en Afrique du Sud, par exemple. Donc, je pense qu'il faut que la France se rende compte que cette Afrique dans laquelle il y a eu les réseaux focaux, cette Afrique dans laquelle, dès que vous avez le président, tout le monde suit, cette Afrique-là, elle est morte, elle n'existe plus. Il y a au moins, et on l'a vu à la faveur de la crise nigérienne, il y a un nouvel acteur qui est venu dans l'espace public, il faut en tenir compte. Ce nouvel acteur, c'est l'opinion publique. Regardez comment le président du Nigeria, tout chaud qu'il était au début, finalement, a rétropédalé du fait d'une opinion nigériane fortement opposée à son intervention. Regardez comment le président Talon du Bénin aujourd'hui, il est mis à mal par son opinion publique. Regardez le Sénégal, etc. Et donc, la France, elle continue à avoir des vieux clichés sur l'Afrique en pensant qu'elle viendra, elle fera signer des papiers à Ibeka, à Marc Roch Christian Kaboré, à Mohamed Bazoum et penser que tout le monde va suivre cette Afrique. Ce n'est plus la même Afrique. Et donc, c'est un bras de fer qui traduit encore une fois une sorte de myopie de la diplomatie française. Un bras de fer qui ira jusqu'où, selon vous? À mon avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Vous avez toujours les sanctions de la CEDEAO, mais le bras de fer de la France, c'est de dire « je suis au Niger et je fais ce que je veux ». Je suis au Niger, si on me chasse, je m'en vais quand je veux. C'est bien ça le bras de fer que la France a voulu. Aujourd'hui, mais cela profite à qui? Mais son départ aujourd'hui montre quelque part que l'opinion qui veut lui faire passer un autre message, le message qui consiste à dire nous sommes au Niger et tout s'est fait par la volonté des Nigériens, c'est bien cette opinion qui a gagné aujourd'hui. Et donc la France voulait faire passer un autre message, c'est bien elle qui a perdu au moins le temps de cette crise et si elle va revenir un jour, ce serait, j'imagine, dans les conditions fixées par les Nigériens. Merci beaucoup Hassan Boukara Ousseini Sadjibou. Les relations entre la France et le Niger se sont détériorées depuis l'arrivée des autorités militaires au pouvoir. Quel avenir pour les relations entre Paris et Niamey? Ousseini Sa. Oh, mais moi, je ne peux prolonger que ce qu'Abba vient de dire. Pour l'instant, avec ces nouvelles autorités militaires, c'est brouillé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'autant que le peuple est debout. Le peuple est dans une dynamique. Oui, mais est-ce que la France ne peut pas faire marche arrière? Non. La France a un président qui considère que plus colon que les anciens parce qu'il n'a, en tout cas, il n'a pas interrogé les politiques. Les politiques, y compris au temps de Foucault et tout, c'était pas comme ça. Lui, aujourd'hui, il est plus colon que tout ce beau monde. Les Mitterrand ont défilé et tout. C'était une politique subtile. Mais lui, il vient, c'est l'imposition. Je suis d'accord. Mais je comprends pourquoi il est resté dans cette posture-là. Parce que ceux-là qui ont été renversés, ils lui ont donné la garantie qu'il n'y a rien qui va se passer au Niger. Ça peut se produire au Mali, le sentiment anti-français. Ça peut se produire ici au Burkina, en Centrafrique, tout ça. Mais non, ce n'est pas possible. Ils ont toujours rassuré Macron que non, vous pouvez dormir sur vos lauriers. Il n'y a rien qui va se produire au Niger. On tient les choses à main, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sentiment anti-français. En fait, pas sentiment anti-politique française. Il faut bien qu'on se comprenne. Malheureusement, il a eu affaire à des interlocuteurs qui lui ont donné cette garantie, qui ont permis un certain nombre de choses contre la volonté des citoyens. Quand on a vu comment la force Barkhane est arrivée s'implanter dans ce pays, on savait que tout le monde... À travers les événements de terrain. Justement, au-delà des événements de terrain, les gens ont suivi le processus depuis qu'ils ont été chassés du Mali et tout. Les gens ont suivi le processus, mais on leur a fait comprendre, on l'a fait comprendre à Macron que non, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. On est parti, on a modifié un peu la déclaration. Selon vous, ce qui s'est passé le 26 juillet, c'était une surprise pour le service de renseignement français. Mais quel service de renseignement? Aujourd'hui, vous savez, Mokhtar, c'est qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ce n'est plus les mêmes personnes des années 80. Tous ceux qui sont en train de faire ce mouvement, c'est des gens, quand vous allez regarder un peu la date, c'est après 90 et tout. Ils ne connaissent pas cette politique de soumission vis-à-vis de la France, n'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'eux, ils sont restés avec cette même mentalité, considérant que les gens ont grandi dans cette même mentalité. Au Burkina, ceux qui combattent la France, les jeunes qui sont debout, derrière Ibrahim Traoré. Au Mali, ceux qui sont derrière, c'est des gens qui n'ont rien à
foutre avec ces gens et qui ont déjà leur façon de voir comment la diplomatie, comment les relations désormais doivent marcher, n'est-ce pas? Alors, si la France veut, n'est-ce pas, reprendre, je ne dis pas, ce n'est pas totalement copié, mais ça ne va pas se produire du jour au lendemain. Parce qu'il y a une autre manche, on a gagné peut-être une victoire d'étape, le départ de l'ambassadeur. Maintenant, il dit que ces troupes vont quitter d'ici la fin de l'année. Mais s'il te plaît, ce n'est pas à lui de décider seul des modalités de départ de ces troupes-là. Il faut qu'ils viennent, ce n'est pas à lui. Et c'est ça qui me choque un peu par rapport au comportement de la junte. Non, vous ne décidez pas vous seul. Venez, on va s'asseoir pour définir des modalités de départ, n'est-ce pas? Vous ne nous mettez pas dans une posture où on ne sait pas à quel moment. Il faut prendre les dispositions qui s'imposent parce que vous savez, avant que ça ne soit effectif, ce départ de l'ambassadeur, on nous a déjà servi quelque chose, qu'il y a eu une rencontre à Zender avec le chef des opérations militaires de Barkhane ici. Et puis bon, il n'y a plus rien eu par la suite. Il faut qu'on exige de la France et de Macron. Non, ça ne se passe pas. Ce n'est pas un champ libre que vous avez trouvé pour camper. Venez, on va discuter des modalités de retrait. Ça, c'est important parce que je me dis, ça peut être aussi c'est le fait de dire, bon, vous pouvez rentrer. Et monsieur l'ambassadeur... Avec le retrait, quelle destination Je m'en fous de la destination, mais les gens s'en foutent de la destination, ils vont aller. Mais les gens s'en foutent. Est-ce que pourquoi les gens vont se préoccuper de où ils vont aller? Est-ce que c'est une préoccupation pour les Nigériens? Quand quelqu'un pense qu'il peut même venir te bombarder pour installer un président, parce qu'ils vont s'en aller, on s'en fout de où ils vont aller. Que ce soit n'importe où. Ce que les gens demandent, c'est qu'ils s'en aillent de notre pays. C'est tout. Maintenant, le point de chute là. Mais on voit à travers la réaction, les luttes, le Niger n'était pas seul. Le Niger avait été appuyé par les citoyens d'autres pays. Mais attendez, ils ont quitté le Mali, ils ont quitté le Burkina. Ils sont venus au Niger. Au Niger, on a dit pacter. Maintenant, ils n'ont qu'à pacter là où on peut les acquérir. Est-ce que... En quoi tu veux que ça soit une préoccupation pour les Nigériens? Qu'ils s'en aillent là. Mais les gens sont... Est-ce que ça doit y aller? Notre préoccupation aujourd'hui, c'est les sanctions de la CEDEAO qui ont un impact, qui ont des effets négatifs sur la vie des citoyens. C'est ça le plus important pour nous. Merci beaucoup, Sénissa. Maïmouna Diado, rapidement. Je voudrais juste d'abord, parce que les propos de Macron me font rire. Comment ça? Oui, parce que Macron ne reconnaît pas le CNSP. Et il sort, il dit que ces militaires vont quitter d'ici la fin de l'année. Dans ce cas, il reconnaît le CNSP, puisqu'il va devoir discuter avec le CNSP sur le départ de ces militaires. Les modalités de retrait. Oui, sur le départ de ces militaires-là. De deux, qu'est-ce qui a fait en sorte que Macron ne s'était pas prononcé rapidement? C'est parce qu'il réfléchissait dans quel pays les Français, ces troupes-là, vont se rendre. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, a signé mercredi 20 septembre une ordonnance portant création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dénommée la COLDEF. Selon le communiqué du CNSP, lu à la télévision nationale, cette commission a pour mission de répondre aux attentes du peuple nigérien à la justice, mais également le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. Hassan Boukara, il ressort de ce communiqué que la création de cette commission matérialise l'un des engagements forts pris par le président du CNSP lors de son message adressé à la nation le 28 juillet 2023 en vue de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et la mauvaise gouvernance, selon le communiqué. Et quelle est votre opinion au sujet de la création de cette commission? Merci. Moi,
Moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur ce type de commission. Pourquoi? Je veux dire que de la conférence nationale à aujourd'hui, on a vu plusieurs commissions. Par exemple, ce type de commission ne peuvent jamais remplacer la justice. L'institution qui est là pour juger les gens, dire le droit, c'est vraiment la justice dans un pays. Maintenant, ce type de commission peut avoir une utilité limitée dans le temps. Limitée dans le temps, ça veut dire qu'on peut lui confier, il ne faut pas la surcharger, on peut lui confier des dossiers emblématiques, n'est-ce pas? Les gros dossiers. Voilà, les gros dossiers, par exemple, on a vu pendant les 12 ans, les 13 ans de la 7e République, qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ne peuvent pas prospérer. Devant la justice. Devant la justice, parce qu'il y a des enjeux politiques extrêmement importants. Vous prenez le cas du dossier du ministère de la Défense. Regardez comment cela a été traité. C'est vrai que c'est un dossier qui est pendant devant les tribunaux. Ça montre clairement qu'avec les régimes qu'on a connus avant, ce dossier ne peut pas prospérer. Mais ces régimes-là ne sont pas là. Oui, ils ne sont pas là. Je veux dire, lorsqu'on confie ce type de dossier à une commission qui est là pendant une transition, oui, elle peut le travailler parce que l'expérience a montré que autrement, ce type de dossier ne peut pas avancer. Prenez un dossier, par exemple, sur la question des hydrocarbures. C'est un dossier extrêmement sensible. Je rappelle que l'opposition politique avait demandé à un moment une commission d'enquête parlementaire pour mieux regarder la gestion du secteur des hydrocarbures. Ça n'a jamais prospéré. Pourquoi? Parce que les enjeux, les personnes qui sont impliquées, les milieux d'affaires... Ils ont des tentacules un peu partout. Alors, ces milieux sont extrêmement puissants. Ils tiennent quelque part les politiques, ou alors ils se tiennent avec les politiques, ce qui fait que certains dossiers n'ont pas la chance de prospérer. Donc, si on sélectionne ce type de dossiers-là, pour les confier à une commission, pour les travailler en un temps raisonnable. Parce que les dossiers en justice, normalement, même dans une transition, même lorsqu'on suspend la Constitution, si vous vous engagez sur un dossier, il y a une procédure à suivre. Cette procédure, elle est dépendante des textes, des règlements en vigueur dans un pays. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que si on choisit un certain nombre de dossiers assez précis, sur lesquels il y a suffisamment d'éléments, mais aussi des dossiers emblématiques, comme je le disais, qui ne peuvent pas prospérer autrement que dans des cadres comme celui-ci. En ce moment, c'est d'accord. Et là, ça aurait un avantage. Quel est l'avantage? L'avantage pour les citoyens, c'est que ça finit par vous dire que les délinquants ont beau courir, la justice court plus vite que les délinquants. Et un jour ou l'autre, la justice rattrape les délinquants. Ça, vous faites passer le bon message aux citoyens. Sinon, regardez aujourd'hui l'opinion des citoyens. Selon vous, ça moralise? Ça moralise, ça a vraiment une dimension pédagogique. Ça montre aux citoyens que vous pouvez être aux affaires. Ça peut être votre parti. Mais tôt ou tard, vous finissez par être devant les juges. Et ça, c'est un bon message qu'on fait passer aux citoyens. Parce que, pourquoi les gens continuent à voler? Pendant ces 13 ans, tous ces cas qui ont été dénoncés par les médias, par différents acteurs, les défenseurs des droits humains, les médias, les gens ont continué à le faire malgré les dénonciations parce qu'ils sont convaincus que rien ne leur arrive. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de leur prouver le contraire. Que ceux qui ont volé, ceux qui se sont rendus coupables de crimes économiques, regardez par exemple le cas d'une personnalité. Le juge dit il y a suffisamment de preuves pour lesquelles j'ai besoin de l'entendre. Une institution de la République couvre cette personne en refusant de lever son immunité. Ce type de dossier, par exemple, peut prospérer si on les confie à une commission ad hoc qui peut travailler le temps d'une transition. Donc, pour moi, il ne faut pas créer une trop commission. surcharger la commission. Voilà, je veux dire, il y a un type de travail que seule la justice peut faire. Parce que la justice, elle est là, elle est permanente, la justice. Même si un dossier peut s'étaler dans le temps, prendre 4, 5, 10 ans, la justice est là en tant qu'institution permanente. Mais une commission, généralement, sa durée de vie se confond à la transition. Or, une transition, elle est forcément courte. Donc, pour moi, il ne faut pas surcharger. Il faut vraiment lui confier une mission assez précise dont les retombées politiques peuvent être importantes pour la transition. C'est un peu comme ça que je vois ça. Merci beaucoup Hassan Boukara. Ousseini Sajibo. La COLDEF constitue une réponse aux attentes du peuple nigérien à la justice avec pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés, indique le communiqué. Comment cela va-t-il se passer dans la pratique? D'abord, moi je vais me ranger de ce que vient de dire Boukara. N'est-ce pas? Moi, dès j'ai entendu parler on a mis en place une commission, j'ai dit, toi, c'est foutu. Non, c'est foutu. Non, je vais dire pourquoi.
On a vu la commission crime et abus. On a vu d'autres commissions. Pratiquement, pendant toutes les transitions, c'est des commissions qu'on a eu à mettre en place. Mais au bout du compte, aujourd'hui, après les transitions, c'est fini. Il y a un certain engouement. Mais dès que les activités politiques vont commencer, vont reprendre, mais c'est fini. Après, il y aura un relâchement. Ça dit, bon, les gens vont oublier. Moi, ce que j'aurais aimé, voir mettre en place une cour spéciale. Je ne dis pas de supprimer. L'idée est bien. C'est que Hassan Abba vient de dire. Moi, je suis d'accord. Mais avec des dossiers bien précis. C'est-à-dire qu'ils peuvent être traités rapidement. Mais imaginez ce qu'il y a eu comme gabégie entre 2011 à 2023. Est-ce que vous pensez que dans un laps de temps sur 4 ans, sur 2 ans, 3 ans de transition, vous pensez que cette commission-là est capable de vouloir éplucher tous ces dossiers et pouvoir récupérer? Moi, je veux une cour spéciale. Tel que ça s'est passé. Une cour spéciale différente de la justice? Oui, mais avec un peu de forme. Non, il faut, quand on veut moraliser là, il faut donner le bon exemple. Mais on va mettre une commission. Où les gens vont venir s'asseoir, on va te dire, voilà, non, mais tu as eu telle chose. Ça finit toujours par devenir un truc où c'est opaque. Les gens vont se tirer, vont parvenir à s'en sortir, à faufiler dans les mailles, n'est-ce pas? Alors que dans le cas d'une cour de justice, parce que les gens, c'est ostentatoire, le détournement, l'enrichissement illicite et tout. C'est devenu, y compris la Cour de compte, dans ses rapports, a montré qu'il s'est posé la question, comment des gens peuvent se retrouver avec des milliards parce qu'ils sont simplement ministres? Alors, qu'on dise à une commission, venez, vous allez... Non, moi je dis, c'est une cour. On va donner toutes les formes qu'il faut à cette cour-là où les gens vont venir. Il faut justifier tes biens. Tu as eu ça où? Voilà ce que tu gagnes en tant que ministre. Voilà tes avantages et tout. À travers cela, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Quelle chasse? Pardon. Quelle chasse aux sorcières? Mais non. Mais entre 2011 à aujourd'hui, on connaît à partir de 2011, on connaît, les gens se connaissent. En 2011, tu avais quoi? Alors, tu avais quoi? Peut-être tu avais même un bidon d'essence, tu circulais. Tu te retrouves avec un parc automobile chez toi, des grosses cylindrées et tout. Tu te retrouves avec des buildings. Tu as gagné l'argent où? Est-ce que c'est ton salaire en tant que ministre? Est-ce ton salaire en tant que DG d'une société? Non. C'est des choses qui peuvent se vérifier et puis personne ne peut contester. Et c'est ça qui peut rendre justice au Niger. Mais sinon, si on dit non, c'est la commission qui va gérer. D'abord, la commission, jusqu'ici, on ne connaît pas la composition et tout, on ne sait pas comment ça va être formé. Mais ce qui est sûr, ce que moi je me suis dit, c'est qu'on veut rater. Parce que chaque fois qu'on parle de commission, c'est quelque part, c'est foutu. On veut rater les choses. Alors que cette fois-ci, la commission crime avait à travailler. Personne ne sait ce que ça a donné comme résultat. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Memouna Diado, il ressort enfin de ce communiqué que le président de la transition engage le CNSP, le gouvernement et les membres de la COLDEF à travailler sans faille en gardant à l'esprit seule la mission de défense des intérêts du Niger. Que peut-on retenir au sujet de la commission assignée à de la mission assignée à cette commission et les attentes des Nigériens? Bon, je ne peux également que m'aligner à mes deux prédécesseurs. C'est que, avant toute chose, moi j'aurais bien voulu d'abord qu'on fasse en sorte que la justice ait son indépendance. Parce que moi je me dis que le travail qu'on a confié à la commission, si la justice aujourd'hui est dans son plein droit pour pouvoir travailler convenablement, avec son indépendance totale, moi je pense que les choses peuvent être réglées par la justice. Ils l'ont dit. Même les gros dossiers qui sont actuellement pendant devant les tribunaux. On avait dit que peut-être les gros dossiers, comme c'est des affaires politiques, là on peut les confier au niveau donc, de cette commission pour que cette commission puisse travailler. Mais maintenant, ceux qui seront nommés dans cette commission, il faut que ce soit des personnes dignes de confiance, des gens qui vont travailler uniquement pour l'intérêt de ce pays. Pas des personnes qui seront encore là-bas
où ils vont travailler non pas pour l'intérêt de leur pays, parce qu'il y a des dossiers qui peuvent atterrir là-bas et des dossiers où des gens pourront se retrouver dans ces dossiers-là, ou bien pourront avoir des parents qui se retrouvent dans ces dossiers-là et qui ne pourront pas, en tout cas, traiter le dossier convenablement. Là, moi, c'est mes attentes, en tout cas, au niveau, donc, à l'endroit du CNSP. Mettez des gens qui peuvent faire le travail. Ne mettez pas des gens Vous pensez à qui, par exemple? Non, je peux pas donner un nom, mais j'interpelle pour que ça ne soit pas une autre commission de plus. Pour que ça ne soit pas une commission de plus. On a vu la Alcia, comment la Alcia a fonctionné. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, la Alcia a fait quoi? Si ce n'est aller perturber les examens de ces élèves-là. Est-ce qu'aujourd'hui... La Alcia quand même a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que la Alcia a fait? Quel est le dossier que la Alcia aujourd'hui a pu, en tout cas, traiter et qui a pu satisfaire les Nigériens? Je ne vois pas. Peut-être que ça n'a pas véritablement répondu. Mokhtar, La Alcia n'a pas véritablement répondu aux attentes des Nigériens, mais ils ont fait quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? De toi à moi, on a décrié cette situation où la Alcia se mêle des examens, du BEPC, du baccalauréat. Et même des concours. Et même des concours. Donc les concours, ça peut se comprendre parce que c'est des concours. Là, mais quand la Alcia va à des examens de BEPC alors qu'il y a des dossiers qui l'attendent, mais si c'est une commission, on crée une commission pour créer et dire au peuple nigérien qu'on a créé cette commission, c'est pour mettre le Niger dans ses droits et qu'au finish, on se retrouve sans droit et ni rien. Moi, je me dis que vraiment, ça promet pas. Et la seule manière pour que ça promette, c'est vraiment de mettre des gens cohérents. Merci. Mettre des gens, des responsables qui ont aujourd'hui le sentiment pour pouvoir travailler pour ce pays-là. Merci beaucoup, Mme Diado. Rapidement, Hassan Boukar. Oui, ce que je veux dire, Mokhtar, une transition, de par sa durée de temps, il y a des choses qu'elle ne peut pas régler. Par exemple, la question de la corruption. La lutte contre la corruption est un travail permanent. Ce n'est pas quelque chose qui se fait un moment et puis ça s'arrête. Par exemple, on peut regarder aujourd'hui, là, Hussein l'a évoqué, la question de l'enrichissement illicite. Ça fait longtemps qu'on a un texte sur l'enrichissement illicite. Les techniciens, aujourd'hui, on peut voir avec eux, est-ce que ce texte a des limites? Parce que le sentiment que les Nigériens ont, c'est que ce n'est pas opérationnel. Les gens continuent à s'enrichir sur le dos de l'État sans qu'on soit capable de leur demander des comptes. Est-ce qu'il y a des limites aux textes qui ont été élaborés dans ce pays pour lutter contre l'enrichissement illicite? La transition permet d'amender les textes et de faire en sorte que désormais les textes soient beaucoup plus opérationnels. En discutant avec les techniciens, c'est des choses qui sont faisables. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le temps d'une transition. Regardez par exemple aux hommes qui appliquent les textes. Bon, je ne sais pas là, qu'est-ce qu'on va faire, parce que les textes, on peut toujours les avoir. Il y a aussi la question des hommes et tout ça, il y a énormément de choses, à mon avis. Lorsque les dossiers principaux seront traités, il faut qu'on revienne à des questions spécifiques comme le rôle de la justice. La justice, pour moi, a vraiment manqué à son rôle. Si on revient aujourd'hui à poser des questions qui auraient pu être traitées par la justice, c'est que quelque part, il y a eu un manque dans le travail. Merci beaucoup, Hassan Boukar. Rapidement, juste pour compléter, hein, quand on voit un peu, par exemple, quand tout à l'heure, je suis d'accord avec ce que Memouna a dit, concours, machin, il y a eu quelles sanctions? Il y a eu quoi? On a annulé des concours et tout. Tout récemment, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. Il y a beaucoup de... Ils sont qui? Quand il y a eu le concours de la santé là, il y a des listes d'un tel, qui a été inquiété. Ça, c'est un aspect. Maintenant, par rapport à tous les dossiers qui sont traités, on voit comment les dossiers sont traités, transmis à la présidence. Pourquoi on va transmettre des dossiers à la présidence? Ça risque d'être le même système où quelqu'un, parce qu'il est inquiété et qu'il a quelqu'un qu'il connaît dans le système, il l'appelle et puis on met le pied dessus. Et puis alors, on va se retrouver dans une situation où ça va être déséquilibré. Merci beaucoup à tous. On intervient une courte pause.
Près de 2 mois après le putsch qu'il a renversé, le président déchu Mohamed Bazoum du Niger a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour obtenir sa libération ainsi que de son rétablissement dans la fonction présidentielle. Il porte plainte contre l'État du Niger, dénonçant son arrestation et sa détention arbitraire ainsi que celle de son épouse et de son fils. Ousseini Sajibo, rapidement, la requête déposée le 18 septembre passé par l'avocat sénégalais maître Mohamed Seydou Diagne a fait état de violation de la liberté d'aller et revenir du président Mohamed Bazoum, de Madame Hadiza Bazoum et du sieur Salim Bazoum. Quelle est votre opinion sur ce sujet judiciaire? Tu viens de dire qu'il porte plainte contre l'État du Niger. C'est lui le président du Niger, non? Oui. Mais comment tu peux porter plainte alors que toi... C'est lui le président déchu. Mais il dit que c'est contre l'État du Niger. Mais en tant que président, il dit qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Alors il y a une contradiction dans la démarche. Maintenant, c'est son droit d'aller vers la CEDEAO, n'est-ce pas? C'est bien son droit d'aller vers la CEDEAO, demander à ce qu'on le libère, d'accord. Mais qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Mais déjà, une seule fois, tu as entendu un coup d'État où ça dit... Il n'a pas reçu l'aval des populations. Aujourd'hui, on voit les mobilisations un peu partout, y compris dans des campagnes, où les gens acclament cette affaire-là. Et lui, il va aller devant la CEDEAO. Mais la CEDEAO va faire quoi? D'abord, les gens ont une dent contre la Cour, la CEDEAO même. Les gens ont une dent. Non, l'institution et non la Cour. Ah, mais c'est pas... Non, mais attends. Comme Maman Ousmane Ali, on n'a pas rejeté à la suite des élections, là. On sait que tout est politique, machin. Aujourd'hui, la CEDEAO même a la queue entre les jambes. Parce que tout simplement, les sanctions qui ont été édictées contre le Niger, c'est pas tout simplement, et c'est pas lui comment maintenant, et comme les autres pays, quand on sait qu'au Mali, par exemple, quand ils ont attaqué la CEDEAO, la Cour a donné raison devant l'UEMOA, la Cour de justice a donné. Jusqu'ici, ils n'ont pas levé les sanctions. Alors, c'est quoi ces institutions-là? Ils servent à quoi? Il peut aller là-bas parce que tout simplement, il a l'opportunité d'aller là-bas. Mais c'est la première fois dans un coup d'État où on voit un chef d'État peut se permettre, celui dessus peut se permettre. C'est qu'on a connu. Le jour où on a débarqué Tanja, là, il a été gardé pendant un bout de temps ici. Ensuite, on l'a déféré. On l'a amené, le vieux Tanja. N'est-ce pas? C'est un ancien militaire. N'est-ce pas? Lui, il peut se permettre parce que tout simplement, il considère. Mais non, moi je me dis quelque part. Non. Il y a un laxisme de la part même de la junte. Honnêtement. Les autorités militaires. Non, moi je pense que... Non, mais lui donner même la possibilité d'aller devant la CEDEAO pour protester par rapport à son sort. Lui, il est encore dans des conditions de détention qui sont acceptables parce que c'est toujours à la présidence. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Memouna Diado. Celle-ci, c'est-à-dire la requête, évoque ainsi la violation des droits politiques du président déchu ainsi que la violation des principes de convergence constitutionnelle au détriment du président Mohamed Bazoum. Que peut-on retenir au sujet de cette affaire, rapidement? Combien aujourd'hui de gens ont été privés de leur liberté, que ça soit politique, mais ça passe devant les tribunaux. Tu m'as posé une question. Ça passe toujours devant les tribunaux. Aujourd'hui, combien de Nigériens prisonniers se trouvent en prison? Des prisonniers politiques? Oui. Combien? Ici, on a dit qu'il y a eu des coups d'État. Combien de militaires sont dans les prisons actuellement? Est-ce que ces militaires ou bien ces hommes politiques n'ont pas ce droit d'aller vers la CEDEAO, la cour de la CEDEAO pour porter plainte? Il faut qu'ils donnent du respect au peuple nigérien. Est-ce que c'est une façon de manquer, à partir devant les tribunaux, c'est une façon de manquer du respect? Il faut qu'ils respectent le peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dans une détention où moi je penserais ou je considérerais qu'il est dans une prison. Pourtant, il est toujours gardé. S'il est gardé, qu'il sache que c'est également pour sa propre sécurité qu'il est gardé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un coup d'État à un régime qui a fait du mal à ce pays, qui a fait du mal au peuple nigérien, et qu'on ne puisse pas protéger
celui qui était quand même un des présidents de ce pays au moment où on a fait le coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il se sentirait bien vu par les populations nigériennes? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on le laisse partir dans certains quartiers de Niamey uniquement, est-ce qu'il peut marcher tranquillement sans se retourner derrière? Est-ce qu'il ne sera pas inquiété? C'est ça. Aujourd'hui, c'est un devoir pour ces militaires qui ont renversé le pouvoir de le garder pour un laps de temps pour sa sécurité, sa propre sécurité à lui et à sa famille. Mais s'il ne comprend pas que c'est pour sa propre sécurité et qu'il veut aller devant la cour de la CEDEAO, mais c'est son droit le plus absolu d'aller devant la cour de la CEDEAO. Maintenant, nous allons écouter la cour de la CEDEAO parce que moi, je n'ai jamais entendu où un président qui a été déchu, comme l'a dit Ousseini, et qui insiste à ce qu'on le rétablisse jusqu'à 2 mois avec des institutions de la transition, mise en place de la transition, avec aujourd'hui des gouverneurs qui dirigent dans les 8 régions. Mais même si on le replace à sa place, comme il le dit, il va diriger quel peuple? Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Le peuple aujourd'hui, c'est le peuple, le vrai peuple. C'est le vrai peuple qui se retrouve aujourd'hui devant l'escadrille là-bas. C'est le vrai peuple qui est en train de lutter dans les autres régions du pays pour montrer que le Niger nous appartient. Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Non, c'est juste pour dire rapidement. Quand si c'est un président qui a honnêtement travaillé pour son peuple, je suis sûr que ce qui s'est passé hier au Burkina Faso ou avant-hier au Burkina Faso, ça sera la même chose qu'on allait faire de lui. Vous voulez dire que c'est la population qui va exiger sa libération. Exiger sa libération. Mais dans ce cas, du moment où la population aujourd'hui ne se contente plus de savoir s'il sera président ou il reste président, mais déjà on doit passer l'éponge, on doit déjà passer à autre chose. Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Il faut qu'il se résigne. Merci beaucoup. Hassan Boukara. En choisissant la Cour de justice de la CEDEAO, le président déchu espère obtenir sa libération ainsi que son rétablissement au pouvoir par la voie judiciaire. Concrètement, est-ce que cela est possible dans ce Niger actuel? Mais c'est son droit. Il faut le reconnaître, le droit. Je pense que les militaires aussi ont porté plainte devant la Cour de la CEDEAO, la Cour de l'UEMOA, sur les sanctions, parce que nous, Nigériens, nous considérons que ces sanctions sont injustes. Donc, ils ont porté plainte. On peut entendre. Donc, le président déchu, il a le droit de saisir des tribunaux pour demander qu'on le mette dans ce qu'il estime être ses droits. Mais moi, je constate que c'est un changement dans sa démarche. J'ai cru comprendre que quelques jours après le coup d'État, à travers une publication qui lui est attribuée, il a demandé l'aide des États-Unis, il avait demandé l'aide d'autres pays. Donc aujourd'hui, le fait qu'il prenne le terrain judiciaire, ça montre que les autres attentes qu'il a n'ont pas prospéré. Donc il change de fusil. L'intervention, vous voulez dire? Bien, en tout cas, il avait demandé à travers un article qui a été publié, je ne sais pas, par le Washington Post ou quelque chose comme ça, qu'il avait demandé du secours aux États-Unis et tout ça. Donc finalement, ça veut dire que cette voie n'a pas prospéré. Donc là, il laissait le terrain judiciaire. On ne sait pas à l'avance que va dire la justice, mais on peut se dire, aujourd'hui, je ne crois pas, c'est quand même difficile de voir quelqu'un, après 2 mois de coup d'État, rétabli dans ses fonctions. Je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est possible. Je rappelle que les décisions de justice aussi, on a des décisions qui ne sont pas appliquées de lors qu'il n'y a pas la force pour les contraindre. À un moment, je pense que son espoir, c'était une intervention de militaire pour le replacer. Aujourd'hui, tout laisse croire qu'il y a peu de possibilités qu'il y ait une intervention militaire pour le replacer. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va sur le terrain. Mais dans le principe, il faut reconnaître que c'est son droit. Mais je pense que puisque pour tout le monde c'est un cas inédit ou quelqu'un qui a été déchu par un coup d'État qui demande à être rétabli dans ses fonctions, une décision de la Cour de la CEDEAO serait quelque chose d'utile pour l'avenir. À mon avis, qu'il se prononce, ça peut être quelque chose qui peut être riche d'enseignements. Comment, par exemple, le juge de la CEDEAO perçoit cette situation où quelqu'un, il est déchu par un coup d'État, il ne démissionne pas,
et ils demandent à la justice de le rétablir dans ses droits. Donc, ça peut être pour les techniciens de droit une bonne décision. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. C'est déjà fini au Sénissa. Merci à nos invités, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Ousseinissa Djibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali, à la réalisation Mustapha Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.